Donc j'ai quelques minutes pour vous entretenir évidemment d'un sujet complexe, difficile, parfois polémique. Mais enfin, j'espère en tout cas que mon éclairage ici sera utile. D'abord, merci pour cette invitation, ce colloque, dans cette superbe salle. J'ai envie de dire que la vue de la salle est encore plus impressionnante et plus belle d'ici que lorsque j'étais assis. Par rapport à la psychopathie, donc j'avais intitulé mon exposé comme cela, en sachant que Xavier Bébin m'avait demandé de réfléchir et vous proposer un certain nombre de contenus relatifs au concept de psychopathie, tant il est vrai que sur ce domaine-là aussi, il y a certainement des choses à dire et à implémenter, voire à soutenir davantage donc en France. Je pense que ça a été abordé à plusieurs reprises ce matin, notamment par Madame Herzog, mais aussi par d'autres collègues. C'est pas facile, en tout cas, d'amener les débats dans ce pays. C'est peut-être plus facile quand on vient de l'extérieur, comme moi. Mais j'avais envie de résumer qu'un certain nombre de points que j'ai souvent ressentis en venant en France, en venant parler soit de l'évaluation structurée, soit de la psychopathie, ou soit des échelles de risque. Le premier point, c'est de dire que souvent, ce pays nous renvoie, souvent, c'est que la santé et la justice sont clivées, qu'il y a ce clivage un peu justice qui est là. D'ailleurs, ça pose quand même beaucoup de problèmes sur le plan de l'intégration des informations au niveau de la recherche, d'ailleurs, que l'intégration entre ces deux domaines est difficile et que donc l'application des échelles qui intègrent ces deux sources d'informations-là, et judiciaire et sur le plan de la santé, est pas applicable directement et que c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, il est difficile d'avoir une évaluation structurée qui valide un certain nombre donc d'instruments. Deuxième point de vue, qui est un point de vue à ce moment-là qui reflète davantage des préjugés qu'un point de vue, c'est que souvent, lorsqu'on vient en France et avec des données et des échelles qui viennent de l'étranger, c'est vraiment difficile à porter ici. Donc ça vient de l'étranger. Ça pose question, parce que le pays se pose beaucoup de questions, à juste titre sans doute. Comme c'est pas validé ici, on peut pas l'utiliser, et comme il n'y a pas de données, c'est pas possible de valider. Vous voyez? Donc je peux recommencer les dias comme ça, et je peux retourner la dia en arrière, et on peut répéter 10 fois cette même dia ici. La question qu'on se pose, c'est que moi je me pose parfois quand je viens en France, je me dis au fond, ce jeu-là, cette démarche peut perdurer longtemps encore. On pourrait refaire jouer ces dias à l'infini et se poser aussi la question, notamment au niveau des technologies intéressant dont Maurice Cusson a par exemple parlé au niveau de la sécurité, c'est vraiment que il faut beaucoup de temps pour implémenter des techniques, il faut beaucoup de temps pour évaluer les délinquants et proposer des méthodologies nouvelles. Et dans une perspective comme ici, je crains que ça prenne encore beaucoup de temps avant qu'on ait une étude validée, longitudinale, suffisante pour l'application donc d'un certain nombre d'instruments. Bon, ça c'est la carte de la Belgique, c'est pas loin d'ici, 1h10 en Thalys. Là où je vais retourner tout à l'heure, c'est pas un pays facile, vraiment. Vous savez, la France c'est pas facile, mais la Belgique, c'est vraiment pas facile. Et quelqu'un d'origine vietnamienne comme moi pas venir parler de la Belgique, ça fait non seulement c'est pas facile, mais ça peut paraître un peu bizarre. Et je dois dire parfois ça me fait bizarre à moi aussi. Trêve de bizarrerie, je suis pas là pour parler de ma vie privée, donc je me dis au fond, la Belgique c'est pas facile. Bon, ça, c'est clair que c'est pas facile, vraiment pas facile. Mais peut-être que dans le pays, il y a peut-être une chance peut-être qui existe, c'est peut-être là, quelque part le fait que on a affaire à un territoire finalement petit, qui est fait de communautés différentes et où en fait peut-être que, étant donné la taille du pays, la communauté de langues différentes fait que nécessairement il y a malgré tout un certain pragmatisme belge qui se met en place et qui fait que depuis maintenant 175 ans, le pays, bon gré mal gré, continue à exister. On ne sait pas encore pour combien de temps exactement. Malgré tout, donc la Belgique a beaucoup de défauts, notamment communautaires, notamment politiques, certainement linguistiques, mais peut-être qu'elle a un certain avantage de se montrer relativement pragmatique. Et l'information que je souhaitais quand même exposer, quand même ici, c'est quand même qu'il faut quand même savoir qu'en Belgique, on parle ici en France du bien fondé de l'approche structurée, du bien fondé de poser ou pas des diagnostics, du bien fondé ou pas, de valider ou pas des échelles. Il faut savoir qu'en Belgique, depuis 2004-2005,
toutes les personnes qui travaillent dans les services psychosociaux des prisons doivent être obligatoirement formées aux échelles diagnostiques relatives à l'évaluation du risque, aux échelles de risque de récidive. Et voilà la liste des échelles qui sont quasi obligatoires pour toute personne qui travaille dans les services psychosociaux en Belgique. Ça fait à peu de choses près. Le monde carcéral belge est organisé autour d'à peu près 35 prisons, plusieurs établissements de défense sociale, 12 000 détenus, 3 000 internés. Ça fait à peu près une masse de personnel d'environ 200-250 personnes qui sont continuellement formées à ces échelles. Il n'est pas sûr que la Belgique aille mieux grâce aux échelles actuarielles. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas plus mal depuis que ces échelles ont été implémentées. Bien sûr, ces échelles-là n'ont pas résolu les problèmes communautaires belges, qui malheureusement vont encore durer longtemps. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons réussi en Belgique, sur l'ensemble du territoire, à harmoniser un minimum de pratiques évaluatives qui sont à disposition donc des évaluateurs qui travaillent et qui donnent des avis pour le système carcéral et pour le système donc de défense sociale. Jean-Pierre Gay, ce matin, présentait les différents niveaux et les différents seuils de génération d'instruments d'évaluation du risque. Vous pouvez voir qu'en Belgique, nous sommes entre la génération 2 et la génération 3. Nous n'avons pas encore implémenté des outils dynamiques de 4e génération, mais je vous assure que je m'y attelle. Et il ne se passera pas 10 ans avant que les échelles de 4e génération soient validées, en tout cas implémentées en Belgique, donc francophone. L'implémentation de ces échelles, la formation de ces gens n'a pas été facile. Donc ces étapes qui sont arrivées ici ont quand même dû être préparées depuis quand même un certain nombre d'années, mais il ne se passe plus aujourd'hui, en tout cas dans le domaine carcéral et dans le domaine des services psychosociaux, de personnes qui y travaillent et qui ne passent pas par, en tout cas, la formation indispensable à ces différentes échelles. L'échelle de psychopathie de R, celle dont qui va tenir l'essentiel de mon propos ici, l'échelle de psychopathie de R, elle est importante, probablement parce que c'est une échelle qui est présente dans la plupart des outils actuariels, des outils de risque, des outils qui tentent de mesurer soit les critères statiques ou soit les critères dynamiques de fonctionnement des gens. C'est un peu un instrument un peu incontournable qui s'est un peu imposé, peut-être de manière un peu impérialiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire ici à une conceptualisation opérationnelle de la psychopathie qui constitue, je pense, un minimum à considérer, un commun dénominateur qui nous permet au moins de mettre des mots sur un concept difficile, complexe, et qui peut, évidemment, comme tous les concepts, prêter à interprétation. Nous avons une configuration, une définition de la psychopathie focalisée autour de 3 dimensions: la dimension interpersonnelle, la dimension liée à la froideur émotionnelle, les items en blanc. Nous avons une dimension qui mesure l'impulsivité et la tendance parasitique sous le plan de la société. Et puis enfin, on a une 4e dimension qui mesure plutôt le passage à l'acte, la tendance antisociale, la tendance à commettre donc des actes de type donc délictueux. Et avec 2 autres items qui mesurent la tendance ou la sphère de type sexuel. On a globalement une configuration d'une définition qui repose donc sur 20 critères, qui sont quand même des critères minimum et qui constituent en tout cas un ensemble de critères qui est quand même intéressant de considérer. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien sûr écrites, publiées dans le domaine de la psychopathie. Notre texte de synthèse à Gilles Côté et moi, qui a été rédigé en 2000, est déjà bien sûr un texte relativement ancien, mais il faut savoir qu'il y a une pléthore en tout cas de littérature internationale relative au domaine de la psychopathie, et pas uniquement à l'échelle de R, et qui sont largement disponibles et dont on peut espérer en tout cas que dans l'avenir ici en France, il soit davantage donc consulté. Bon, le domaine de la psychopathie est fortement, vous le savez, soumis à des pressions médiatiques. Nous travaillons dans le domaine de la sécurité, donc ça veut dire que nous travaillons avec des gens, avec des cibles qui sont largement investiguées par les médias et probablement relayées par le pouvoir politique. Lorsque j'ai commencé à travailler sur directement
l'échelle de R et sur la psychopathie en Belgique, on me disait une chose souvent sur le terrain, et ça faisait partie des choses, des multiples oppositions qu'il a fallu affronter toutes ces années, c'est de dire au fond, mais tu as tort de travailler sur la psychopathie, parce que la psychopathie, d'abord, c'est quand même des cas particuliers, et c'est certainement des cas qui existent en Amérique du Nord, mais probablement pas en Europe. Bon, le sous-entendu, évidemment, c'est que nous, Européens, n'est-ce pas, nous sommes sophistiqués, intelligents, subtils, démocrates, et que l'Amérique du Nord, bah oui, là, on a plutôt affaire à des gens qui sont particuliers. Hein, et c'est vrai que les tueurs en série, déjà, à l'époque, on parlait beaucoup d'eux. Sauf qu'il est difficile de contester qu'on n'ait pas des psychopathes en Europe francophone. Et des énergumènes comme ça, en tout cas ces deux personnages-là, démontrent à eux seuls qu'il existe dans nos prisons, en population francophone européenne, des gens qui malheureusement ont des seuils très élevés donc de psychopathie et pour lesquels les caractéristiques essentielles de la psychopathie telles que par exemple peut être définies à l'échelle de R s'appliquent relativement bien. Si on prend une configuration des profils ou des caractéristiques cliniques relatives à des gens comme Dutroux, à des gens comme Fourniret, la probabilité de chance d'avoir des seuils de psychopathie extrêmement élevés est importante chez eux. Existe-t-il des publications en français concernant la PCL de R? Ma réponse est oui, il y en a. Il y en a qui ont été soutenues en tout cas par mon groupe de travail à partir donc de données francophones ici en France et notamment à partir de l'évaluation d'un nombre limité de justiciables de français. Mais ce que nous n'avons pas en France pour le moment encore, c'est des données longitudinales sur l'évaluation de la psychopathie et notamment sur son impact sur la récidive. On a dans la littérature relative à la psychopathie aujourd'hui un accent qui est mis sur le fait que, c'est vrai, on pourra avoir des gens qui ont des scores élevés, mais on pourrait également aussi considérer que même si on a affaire à un sous-groupe élevé de gens qui ont des scores très élevés de psychopathie, par exemple à l'échelle de R, on pourra avoir affaire à des profils relativement différents d'individus qui aient des scores élevés. Et la configuration qu'on rencontre le plus souvent dans nos prisons, que ce soit en Belgique, mais c'est probablement le cas aussi en France, c'est ce qu'on appelle le profil de pseudo-psychopathe, de psychopathe secondaire, c'est-à-dire des gens qui finalement pourraient avoir des scores relativement élevés à l'échelle de R, qui présentent avant tout des tendances antisociales relativement marquées, qui présentent des tendances impulsives, mais qui présentent des tendances interpersonnelles, des tendances de déficit affectif qui sont potentiellement moins importantes. Ce que l'échelle de R, notamment ces instruments-là, cherchent à mesurer, c'est la prévalence, c'est-à-dire la proportion des gens qui ont le profil prototypique, c'est-à-dire le profil des gens qui sont hautement manipulateurs, très séducteurs dans le contact, ont une tendance au mensonge pathologique, ont une tendance à la froideur émotionnelle, sont impulsifs et sont très antisociaux. Il est probable, il est même certain que dans les avis d'expertise, que ce soit fait en France, mais que c'est comme ça qu'on constate les choses aussi en Belgique, nous avons souvent une confusion entre ce profil-ci, pseudo-psychopathe, et ce profil-ci de psychopathe prototypique. Il y a un engouement aussi dans le domaine de la psychopathie sur la question de savoir est-ce que ce concept-là, ce diagnostic-là peut potentiellement s'appliquer à la société. Est-ce qu'il s'applique à certaines sphères sociales? Est-ce qu'il s'explique à certaines sphères, et notamment à la sphère d'entreprise? Et il y a des mesures différentes de psychopathie. Donc j'insiste dans mon exposé sur le fait suivant, c'est qu'il faut toujours se poser la question pour tout concept de savoir comment il est mesuré, à partir de quel instrument, à partir de quelle échelle et à partir de quel format. Parce que il est probable, il est difficile, il n'est pas possible d'évaluer un instrument comme l'échelle de psychopathie de R pour évaluer, par exemple, des gens comme ce monsieur-ci. Ça va Bernie, superstar, c'est quelqu'un qui jusque-là n'avait pas fait de prison, on n'avait pas de dossier judiciaire le concernant, il n'a jamais fait l'objet d'enquête sociale, il n'avait jamais fait l'objet d'expertise, il n'avait pas de casier judiciaire, donc c'est difficile d'utiliser un instrument comme l'échelle de R et tenter d'appliquer la mesure à des gens comme lui, qui sont évidemment des gens très problématiques. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des échelles pour tout, et que R et ses collaborateurs, bien que notamment, ont tenté en tout cas de développer des mesures, d'adapter certains nombres de critères pour essayer de
tamiser un peu les caractéristiques narcissiques de mensonge, de manipulation chez des gens qui ne sont pas nécessairement donc incarcérés. Bon, il y a d'autres échelles de la psychopathie. Il y a des échelles qui sont plus complexes et probable que dans les 5-10 prochaines années, nous allons peut-être avoir davantage de soutien et d'évaluation sur une échelle plus complexe qui a été développée par David Cook et ses collaborateurs à partir de 2005 et qui est une échelle qui comprend au moins une quinzaine d'items de plus que l'échelle de psychopathie de R. Donc vous voyez, sur le plan de la recherche, ici en France, on se pose la question du bien fondé de la mesure. Mais franchement, ce que le chercheur se pose, c'est la question de quel outil adopter, quelles mesures adopter, quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir appliquer une telle mesure. Beaucoup de collègues sur le terrain nous disent par exemple qu'une échelle comme celle de David Cook est une échelle plus complexe, plus dynamique, plus sophistiquée pour mesurer la psychopathie. Parce qu'habituellement, ce qu'on constate, c'est que le clinicien nous dit qu'il vaut mieux avoir des mesures complexes pour rendre compte de la complexité de l'être humain. Ça va ? Tout à fait d'accord avec ce principe-là. Mais ce principe a une contrepartie, c'est les moyens. Quels sont les moyens dont nous disposons pour évaluer les gens ? Quel est le nombre d'entretiens que nous avons à nos dispositions pour le faire ? Quelles sont les sources d'informations qui sont à notre portée pour compléter donc une mesure ? Donc l'échelle de David Cook est une échelle intéressante, mais le défi de cette échelle, c'est qu'elle est beaucoup plus exigeante encore pour être évaluée et que malheureusement, elle n'a pas été validée en population francophone et je gage que dans 15 ans, ce ne sera pas encore fait. Il y a d'autres formules, d'autres échelles auto-rapportées qui tentent de mesurer la psychopathie. Par exemple, dans le format de l'échelle de psychopathie de R, ça c'est vraiment une échelle de type auto-rapporté, mais de nouveau, c'est encore toute la question qui insiste sur le fait que, lorsque dans les expertises, dans les rapports, on évoque des échelles, on évoque des concepts, il est toujours important de dire quelle unité de mesure est-ce qu'on a donc constaté, qu'est-ce qu'on a adapté. Quelques données sur les statistiques descriptives belges. Au fond, si on groupe nos bases de données ensemble, dans les bases de données que nous avons dans mon centre de recherche, on a évidemment contribué à évaluer pas mal de gens à l'échelle de psychopathie de R, que ce soit en prison, que ce soit en milieu de défense sociale. Donc il y a 2 colonnes ici dans le tableau. Vous avez d'une part le monde carcéral qui est à gauche, les prisons, et puis la colonne forensique, c'est les hôpitaux psychiatriques, c'est les hôpitaux de défense sociale, parce qu'en Belgique, nous avons une loi qui s'appelle la loi de défense sociale et qui permet de placer en institution psychiatrique des gens qui ont commis des infractions et qui sont, entre guillemets, déclarés non responsables, ou en tout cas incapables du contrôle de leurs actes à cause de leurs troubles mentaux. Donc ce que nous essayons de faire dans le centre de recherche, c'est d'essayer d'intégrer les données et de voir si on peut comparer, assumer, évaluer la prévalence de psychopathie entre le monde carcéral et le monde donc de la défense sociale. Globalement, actuellement, sur nos bases de données, le score moyen de psychopathie que l'on a à partir de l'échelle de R sur l'ensemble de la population que nous avons évaluée jusqu'à ce jour est d'environ 18 sur 40, donc à l'échelle de R. Ça, c'est la prévalence de haute psychopathie, c'est-à-dire la proportion parmi les gens incarcérés, parmi les gens de défense sociale, qui ont le seuil, qui ont les caractéristiques qui correspondent à la haute psychopathie, c'est-à-dire qui ont le point de coupure à partir duquel on peut réellement dire que ces gens-là ont vraiment les caractéristiques essentielles de la psychopathie. Le pourcentage de prévalence de haute psychopathie sur nos bases de données, il est d'environ 13% dans le monde carcéral et d'environ 11% dans celui de la défense sociale. 13%, 11%, il y a quelques pourcentages de différence, il y a une petite diminution de haute psychopathie par rapport au monde de la défense sociale, qui peut notamment s'expliquer par le fait qu'en défense sociale, en principe, les gens qui sont orientés là ont des troubles mentaux, ont du retard mental, ont des troubles psychiatriques qui sont associés et donc de ce qu'on dit la comorbidité donc psychiatrique. On me disait souvent au début de ma carrière que travailler sur des échelles, travailler sur la psychopathie, travailler sur les échelles actuelles, c'est très dangereux. Bon, d'accord. Envisageons ce danger. Dans la colonne de gauche, vous avez le pourcentage d'expertise en Belgique
qui concluent sur le diagnostic de psychopathie, de personnalité antisociale ou de personnalité perverse. Si nous groupons ensemble ces labels, ces catégories, on arrive à peu près à 60% d'expertise, 6 expertises sur 10, 6 expertises sur 10 concluent pour un diagnostic de personnalité antisociale, perverse ou psychopathie. Ça va ? 6 sur 10 environ, hein, pour des adultes et pour des expertises présententielles. À droite, nous avons ici le pourcentage de haute psychopathie évalué selon la PCL-R. Et l'estimation moyenne pour l'ensemble des bases de données que l'on a pour le moment en Belgique est d'environ 11%. La différence entre les deux, c'est 50%. 62 d'un côté, 11% de l'autre. 51% de différence. 51% de différence à la baisse. Est-ce que l'évaluation structurée stigmatise ? Catégoriquement, non. Elle fait exactement l'inverse. On pourrait avoir exactement le même raisonnement pour les échelles actuarielles. On peut avoir le même raisonnement et le même type de calcul pour les pourcentages de récidives. Demandez aux gens de la rue, demandez aux gens près du métro combien de pourcentage de délinquants sexuels récidives dans les 4 ans après leur libération conditionnelle. Quel est le pourcentage qui vous serait livré par les gens ? 60, 70, 80, 90%. Qu'est-ce que nous donne la littérature internationale sur les taux de récidive sexuelle ? Enfin, Jean Proulx, on reviendra tantôt là-dessus. Il nous donne des pivots qui vont aussi entre 10 et 20%. Vous voyez ? Nous avons donc une estimation de la récidive officielle qui est beaucoup plus faible que ce que l'opinion publique et certainement les médias traduisent habituellement. Bon, ça, c'est le pourcentage de haute psychopathie que l'on peut avoir dans le monde carcéral, dont l'estimation que nous pourrions avoir en Europe francophone, en tout cas en Belgique francophone, est d'environ 5 à 15%. Le grand cercle constitue la grande classe des gens en prison qui présentent des tendances antisociales et notamment le diagnostic de personnalité antisociale. Alors on s'accorde à dire que, bien sûr, il est difficile d'évaluer les gens sur le degré de psychopathie, mais il est quand même préférable, lorsqu'on pose l'hypothèse de psychopathie chez quelqu'un, d'utiliser une échelle qui est plus complète, plus exigeante, qui prend du temps, mais qui au moins dégrossit l'essentiel du tableau et ne nous permet pas de nous contenter d'évaluer les choses de manière un peu trop large. Sur le plan longitudinal et sur le plan des paramètres relatifs au pronostic de récidive, nous, en Europe, en tout cas en Belgique, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on assemble des données relatives à des échelles de risque par rapport à la psychopathie et on essaie quand même d'assembler des données qui nous permettent de voir, au fond, est-ce que des outils comme l'échelle de R, des outils actuariels comme la VIRAC ou des outils de jugement structuré comme la HR20 permettent de fonctionner relativement correctement sur le plan du pronostic. Et nous avons quelques données, en tout cas dans le domaine des comportements violents, un certain nombre de données relatives aux données follow-up et aux données longitudinales qui nous prêtent à penser que globalement, on vérifie globalement que, effectivement, le fait d'avoir un score élevé de psychopathie, d'avoir un score élevé à une échelle statique comme la VIRAC, avoir une échelle, un score élevé à l'échelle comme la HR20, en général, les pourcentages de récidives officielles que l'on observe 3 ou 4 ans après, sont quand même significativement plus élevés chez les gens qui ont un score élevé et que chez les gens qui ont un score faible. J'insiste pour dire que les données qui sont présentées ici sont des données de follow-up réel, c'est-à-dire on a évalué une personne en un temps 1 et on réévalue sa situation pénale, délictueuse, 3 ans ou 4 ans après. Ça, c'est pour la récidive générale. Ça, c'est les classiques courbes de survie qui tentent de montrer, de mesurer dans quelle mesure est-ce que quelqu'un qui a un score élevé a plus de chances ou moins de chances de demeurer en liberté conditionnelle sans avoir commis de nouveaux délits. Les estimations qui ont été faites à partir des données francophones en Belgique suggère que, oui, le fait d'avoir un score élevé à la PCL, à la VIRAC, à la HR20 correspond par rapport au fait que la probabilité de chance de récidiver est significativement plus importante pour les scores élevés par rapport aux scores faibles et que ces données-là confirment quand même les tendances internationales qui ont été observées en Amérique du Nord, en Europe, en Scandinavie et certainement dans les pays du Royaume-Uni. Donc la tendance pour la récidive générale, pour la récidive violente sont globalement les mêmes. Jean-Pierre ce matin a parlé de ce qu'on appelle les R sous la courbe, la question de savoir est-ce que ces échelles, est-ce que l'échelle de R, est-ce que les échelles statiques, est-ce que des échelles de jugement structuré apportent
quelque chose de supérieurement significatif par rapport au hasard? La réponse est clairement oui, par rapport aux données longitudinales, donc de type francophone. Je vais maintenant aborder les dernières minutes de mon exposé sur quelques réflexions relatives aux perspectives donc thérapeutiques et la question de savoir au fond, est-ce que des mesures telles que la psychopathie, au fond, sont des mesures qui peuvent être utiles pour orienter la prise en charge et pour structurer un peu l'appréciation et l'encadrement, voire la politique de prise en charge? Bon, il y a une étude très célèbre qui a jeté un pavé dans la mare il y a depuis longtemps, et c'est une étude qui a été publiée dans les années 90, et qui est une étude régulièrement citée, qui démontre que, effectivement, si on considère des traitements qui sont des traitements informels, des traitements groupaux, des traitements non directifs, organisés par les détenus eux-mêmes, on constate que même ces formes-là de traitements informels, non structurés, non professionnels, sont des traitements qui potentiellement peuvent profiter chez des individus non psychopathiques. Donc mettez ensemble des délinquants pour discuter de leurs délits, demandez-leur de participer collectivement à la discussion formelle pour se remettre en question par rapport à leurs délits. Et dans ces études-là, cette étude de Ray, Harris et Cormier dans l'Ontario ont montré que le follow-up démontre que les gens qui ont participé à ce programme, lorsqu'ils sont non psychopathiques, récidivaient moins, donc ça c'est les histogrammes en bleu, par rapport aux gens qui n'avaient pas participé à ce traitement. Donc participer à ce traitement diminuait la récidive. Donc vous avez 38% de récidives violentes d'un côté et un peu plus de 20% de récidives de l'autre, dont 38 moins 22, ça fait 16% de récidives en moins. Ça a une proportion quand même assez intéressante. Le pavé dans la mare qu'a jeté l'étude de Ray, Harris et Cormier est le point suivant. C'est qu'on a fait la même chose. On a comparé des gens qui ont un score faible de psychopathie, traités, non traités, et des gens qui ont un score élevé de psychopathie, traités et non traités. Ça, c'est le pourcentage de récidives violentes chez des individus hautement psychopathiques, non traités. Donc presque 60% de récidives chez des psychopathes, entre guillemets, non traités par rapport à cette forme-là de traitement. Et ce que les auteurs ont constaté à leur stupéfaction, c'est qu'en faisant l'étude longitudinale, ils ont constaté, non pas une diminution de la récidive qui avait été observée dans le groupe contrôle, mais par contre une augmentation de la récidive chez les individus hautement psychopathiques. Sans doute, certainement, ce que cette étude pointe, c'est clairement que, dans nos pays, en France, en Belgique, en Europe francophone, nous avons des obligations de soins qui nous orientent vers l'idée qu'il est important de prendre en charge et d'encadrer donc les délinquants à leur sortie. Mais je pense que la seule variable de la psychopathie est au moins pertinente à considérer par rapport à ça. Je pense qu'il a été dit à plusieurs reprises ce matin, Jean-Pierre et Mme Herzog, que, au fond, prescrire des traitements pour des gens qui en ont moins besoin peut être au moins aussi problématique que de ne rien prescrire du tout. Et que c'est vraiment important de réfléchir en termes de dosage et en termes d'orientation. Il n'est pas sûr du tout que les prises en charge des individus hautement psychopathiques soient tout le temps problématiques et donnent tout le temps des effets paradoxaux. Par exemple, il y a des études qui sont déjà assez anciennes et qui démontrent que le dosage, le degré d'encadrement, la congruence, l'intégrité d'intervention thérapeutique chez des individus psychopathiques peut être potentiellement utile et diminuer de manière potentiellement significative son taux de récidive. Et que la question reste ouverte, à savoir, au fond, est-ce que des gens qui ont des scores élevés de psychopathie sont irrémédiablement intraitables et inchangeables au sens de la récidive? La question est plutôt ouverte. Et en tout cas, les dernières synthèses qui sont formulées au sein de la littérature semblent suggérer que, en tout cas, l'effet paradoxal de la psychopathie n'est pas un effet universel, que ce n'est pas une évidence scientifique, internationale et universelle, et que donc il faut rester ouvert par rapport à cette question et qu'il faut donc rester prudent. Les injonctions thérapeutiques dans nos pays se fondent sur le présupposé selon lequel qu'il est certainement utile de traiter, d'encadrer plutôt que de ne pas traiter. Ça, je pense, c'est peut-être dans la philosophie des différents législateurs qui ont proposé les lois dans nos pays, et que le présupposé qui existe et qui est souvent exprimé sur le terrain, c'est qu'au fond, le traitement a probablement un effet globalement positif sur l'évolution donc des gens. Mais ce qui est aussi important à insister, c'est bien sûr toute la question de l'immense hétérogénéité clinique de la population qui
peuplent les prisons en France, les prisons en Belgique et les instituts notamment de défense sociale, et qu'il est aussi important, et c'est vraiment un débat qui n'est pas suffisamment ouvert en Belgique en tout cas, mais probablement pas en France non plus, c'est la question des contre-indications thérapeutiques. Tout se passe un peu comme si, lorsqu'on parle de la prise en charge psychologique, de la prise en charge psychosociale, de la prise en charge psychiatrique, tous les traitements étaient en principe plus ou moins bons, dans le sens où, en principe, il vaut mieux traiter, et que donc, un traitement, une prise en charge thérapeutique ne pouvait pas nécessairement faire de tort. Évidemment, c'est une question qui est important de mesurer, qui est important de valider, qui est important de contrôler, et sur lequel il est vraiment important d'avoir des recherches de type longitudinal, parce qu'effectivement, la contre-indication est donc potentiellement une chose à considérer, de la même manière de l'importance aussi de considérer la question du dosage de la prise en charge. Bon, ce qui a été dit ce matin, c'est au fond, oui, est-il efficace, souhaitable, de proposer des interventions thérapeutiques intensives à des gens qui ont moins de besoins criminogènes? Est-ce que ce n'est pas problématique? Est-ce qu'il ne faut pas renverser les priorités? L'importance également de considérer donc, le niveau donc, de risque global donc, de récidive. Alors en fine, je terminerai en disant que bien sûr, la question de la prise en charge de délinquants et notamment de l'évaluation de délinquants est peut-être quelque chose de probablement plus large que ce qu'on pourrait appeler simplement la question de la psychothérapie, qu'il est vraiment important d'évoluer en tout cas vers une culture d'évaluation plus structurée des populations délinquantes et que contrairement à ce que l'on croit, l'approche évaluative informelle, contrairement à ce que l'on croit, elle stigmatise beaucoup plus qu'elle ne le prétend et que l'apport méthodologique des méthodes structurées vise et contribue à non pas stigmatiser la population délinquante, mais plutôt à la déstigmatiser, qu'il est nécessaire de former les gens et que les outils, qu'ils soient diagnostiques, actuariels, dynamiques ou statiques, sont des outils qui constituent un repère et non pas une adresse exacte de prise en charge, qu'il ne s'agit jamais qu'une source d'information et pas d'une prise de décision, qu'il est important d'intégrer cela dans un ensemble de données cliniques comportementales judiciaires et qu'on n'est jamais que dans une approche qui tente d'évaluer donc des faits déterminés et que donc je crois vraiment que l'évaluation structurée peut nous aide à diminuer la tendance sociale qui existe un peu partout, qui consiste à effectivement formuler des avis de faux positifs, c'est-à-dire au fond surdiagnostiquer, surpronostiquer le risque de récidive et que donc en soi c'est vraiment utile. En tout cas, l'apport méthodologique contribue plutôt à la déstigmatisation de la patientèle et en tout cas à amener plus d'objectivité, en tout cas dans la gestion des populations délinquantes. Je vous remercie pour votre attention.